j'aurais pas la réponse. Dans l'enchantement simple, Christian Bobin écrivait « Il faudrait accomplir toutes choses, et même les plus ordinaires, surtout les plus ordinaires, ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main, avec le plus grand soin et l'attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient. Et d'ailleurs, il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. Alors bien sûr, quoi de plus précieux que notre santé ? Cela paraît si évident à écrire, si banal, et pourtant, il m'aura fallu un séjour en hôpital pour comprendre à quel point ces soins qu'on nous apporte sont essentiels, source de vie, moteur d'espoir, et que derrière chaque blouse blanche, rose ou bleue, il y a un homme ou une femme profondément impliqué. Une personne dont le métier est une pierre essentielle, posée sur un édifice complexe. Notre édifice. Non, pas de rang, vous êtes assez fort pour pas avoir de rang. Je vous le pose là ? Oui. Voilà, vous le prendrez ? D'accord. À tout à l'heure ? Tout à l'heure. C'est une vocation depuis toute petite. J'aime beaucoup le relationnel avec les personnes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter infirmière. C'est vrai que j'avais un peu peur parce qu'on me disait que beaucoup, en étant en bac pro, que c'était pas le même niveau, que ça allait être difficile. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, je suis rentrée à l'école en septembre. Oui, après c'est juste là, quand tu arrives en haut. L'équipe infirmière est énormément présente là pour m'expliquer chaque soin. Même les aides-soignantes, que ce soit aides-soignantes et ASH, ils sont vraiment présents là. On leur demande quelque chose, ils sont présents, ils nous expliquent si on ne sait pas faire ou on ne sait pas où c'est. Parce que c'est vrai qu'en arrivant en stage, on ne connaît pas la structure et c'est pas évident à s'adapter. Et là, je ne monte pas plus haut, non ? Non. Tu peux monter, on redescendra après. Ouais, comme ça alors. Jusqu'en dessous du genou, et puis tu redescends. Et je redescends. Il y en a de l'eau. Vous en voulez plus ? Non, c'est... Il faut... Maintenant, il faut le boire ? Oui. Allez-y, je vous aide ? Encore ? C'est bon ? C'est passé ? Ah non, il est là encore. Il veut pas y aller, celui-là ? Non. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a certaines personnes qui nous transmettent un savoir-faire et un savoir-vivre aussi, parce qu'on apprend beaucoup avec eux par rapport à leurs expériences, par rapport à leur vécu, et quand ils nous transmettent ça, je trouve que c'est très important. Et moi, j'aime beaucoup apprendre des autres et pouvoir me construire dessus, et on évolue. Moi, je trouve que j'évolue grâce à ça. Merci, la scène. Allez, à tout à l'heure. Et on est dans cette gamine là qui a été prise. Mais c'est qu'elles sont petites. Vous avez bien mangé, Madame Bonhomme. Et puis la veille, on peut avoir faim. Je vous le fais pas dire. Je vous promets à votre tour une bonne collation. Merci. C'est promis. La chaleur, elle vient de votre voix, de votre regard, mais du toucher. C'est un métier de toucher et il faut pas craindre le contact. Donc, le petit coup de pouce nécessaire, voilà, c'est donner la main, c'est rassurer, c'est enchaîner sur des petits mots doux et puis vous êtes là aussi pour apaiser les tourments, on va dire. Mais ouais, c'est une sorte de don de soi. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce métier, c'est le don de soi. J'associe un peu le service à une ruche. On est les petites abeilles et c'est vrai que ça bourdonne toute la journée et le soir, ça s'apaise. Et je pense que là, c'est le bloc qui appelle. Allô ? Oui, Madame Benoît, elle est prête. À tout de suite. Allez, bon courage. Vous allez voir, vous serez vite endormis. On se donne la peine, mais en même temps, vous avez toujours un retour. C'est jamais à fond creux, en fait. On se révèle à soi-même. Ça vous donne la niaque, en fait. Chacun a sa tâche à accomplir, avec sa propre exigence, sa propre application. Et les rôles de tous s'entrecroisent, se répondent, se complètent ou se questionnent quelquefois.
tout est important, de la plus grande intervention jusqu'aux petits détails. Un lit bien fait, une oreille attentive, un sourire. Le chemin qui mène vers la guérison ou l'acceptation d'un état est si délicat. Demain, on essaiera. Demain, pour la douche. Demain ou jeudi. Pourquoi? Ah, mais on transpire. Votre voisin, vous voyez, il dit que ça fait du bien. Les sales. Ah non, Non. c'est pas pour ça qu'on vous le dit. C'est pour votre confort, pour être bien. Attention. Ah oui. Je vous mets vos cannes Ah. de l'autre côté aussi. Pourquoi? Tout compte, le faciès du patient compte beaucoup pour savoir s'il est douloureux ou pas. On essaie de réagir aux situations assez rapidement, voir comment on peut aider les patients. Justement, monsieur de l'autre fois, il voulait nous dire quelque chose, c'était très difficile à comprendre, mais il faut prendre son temps. Essayer de prendre le temps, mais des moments, c'est pas toujours évident. On va faire un petit slalom. Bonjour monsieur, Qu'est-ce que vous dites, monsieur Ipuna? vous allez bien? Ça va? Bon, je vais Qu'est-ce rentrer. que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Non. Allez, Allez. Hein? calmez-vous, prenez votre temps. Je veux. Vous voulez écrire sur l'ardoise? Il marche en rayon. On va écrire, hein, sur l'ardoise magique. Des moments, on se sent démunis, parce qu'on n'a pas tout... Est-ce que vous avez soif? Des moments, on ne peut pas apporter de solution tout de suite. On essaie de voir, justement, avec l'équipe, ça compte beaucoup, une équipe. Le travail d'équipe, c'est vachement important dans ces moments-là, quand on a, personnellement, si on n'arrive pas à faire quelque chose, voilà. Essayer de passer la main aussi à nos collègues qui, eux, peuvent trouver une solution à ces personnes-là, à quelques problèmes que nous-mêmes, on ne peut pas résoudre, quoi, en fait. Tu sais, sinon, l'autre fois, il arrivait. Rose? C'est Rose que vous voulez dire? Eh ben, qu'est-ce qu'elle a, Rose? Elle vient cet après-midi, Rose? D'un lieu à un autre, d'un service à un autre, je rencontre la même attention envers les patients. Et c'est une belle porte d'entrée vers l'humain que me proposent tous ces travailleurs de la santé. Une porte qu'ils entr'ouvrent au fil du temps, avec leurs connaissances, leur expérience, mais aussi leurs doutes, leurs fatigues, leurs faiblesses, leur volonté, avec tout ce qui les rend à mes yeux tellement humains et dignes. Bonjour. Ça va? Je vous réveille? Vous avez passé une bonne nuit? On doit vous préparer pour le bloc, monsieur Perseghini. Déjà, je vais vous prendre les constantes, la tension. Et puis après, on va prendre une douche. Ok? Allez. Bonjour, monsieur. Bonjour. On va refaire votre lit. D'accord? Ça va? Oui? Allez. Vous avez bien dormi? Non, pas trop. Vous êtes fatigué? Allez, on va monter un peu le lit. Ce qui est parfois difficile avec les patients qui ont des trachéos, c'est qu'on ne discute pas, c'est pas la parole tout le temps, nous on leur parle, ils sont fatigués, mais bon c'est vrai que c'est le toucher, c'est le regard, ils ont l'habitude, ils nous connaissent, ils ont l'habitude de venir plusieurs fois dans le service. Et voilà, ça c'est important, c'est une relation et des fois on n'a pas besoin de parler pendant des heures avec eux, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous et voilà, et qu'on est là pour eux quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on vous emmène? Hein? On vous emmène pour la toilette un peu? Tout à l'heure? En général, on est proche des gens parce qu'on s'occupe d'eux, on les lave, donc c'est intime. Alors ça vous a fait du bien hier, les amis, hein? Vous avez bien rigolé. C'est la première fois que je vous voyais comme ça. Un beau sourire.
Je pense que nos patients, quelque part, on les aime, quoi. On parle d'eux tout le temps, même quand on est en pause, tout simplement. C'est vrai que la pause, on parle des patients. C'est vrai que, voilà, on se dit, allez, comment tu as fait, comment tu vas gérer avec tel et tel patient. Et puis, il faut voir, quand on est dans la maladie, des fois, on peut être pas agressif, mais on n'est pas bien. Donc, on apporte un petit peu de sourire, de légèreté dans ces journées qui sont pas faciles. Ça va, Madame Valentin? Vous sentez bien? Fatiguée, hein? Et au niveau de la respiration, il y a des changements, non? Non, ça va. Il y a plein de choses que j'aime dans mon travail, même si oui, des fois c'est difficile. Hein. Des fois on a beaucoup de travail, il y a des fois pas mal de pression, on a pas mal de responsabilités aussi. Il faut qu'on soit quand même très consciencieux, très concentré. Là, je serre trop, c'est bon. Me monter assez haut, comme ça permet de bien le bloquer. Voilà. Des fois on a des patients qui sont difficiles, des situations. Ce qui est difficile aussi, je trouve, des fois, quand il y a beaucoup de travail, c'est de ne pas pouvoir, justement, prendre le temps avec les patients. Parce que des fois, il y en a qui ont besoin qu'on prenne du temps. Il y a des patients qui vont vouloir discuter avec nous pendant 10-15 minutes. Mais des fois, le matin, on ne peut pas, quoi. Et ça, je trouve ça quand même assez difficile de devoir sortir et pas pouvoir répondre à la demande du patient qui a besoin de temps avec nous ou de discussion. Parce que des fois, les patients nous disent des choses à nous, mais quand les médecins passent, ils vont leur dire non, ça va. Comment ça va? Toute l'équipe, en fait, on a besoin d'avoir une communication tous ensemble parce que... C'est une bonne nouvelle? C'est pareil, les aides-soignantes, elles sont quand même peut-être des fois même encore plus proches que nous. Et du coup, elles nous transmettent beaucoup aussi à nous, infirmiers, et puis même aux médecins. Hein. J'aimerais bien rester combien de temps, tu crois? 3 semaines. Il faut qu'on jette un coup d'œil pendant qu'il est hospitalisé. Et moi, il faudrait que je le revoie dans pas trop longtemps, hein, parce qu'il est fragile. Les équipes marades médicales sont des équipes qui sont présentes 24 heures sur 24 avec des postes. Donc vous avez les équipes du matin, vous avez les équipes du soir et les équipes de nuit. Donc avec des temps de chevauchement où il y a une transmission de beaucoup d'informations concernant les projets de soins de patients. Moi, ma présence étant à la fois le matin et à la fois l'après-midi, du coup je fais le lien avec l'ensemble des équipes. Il vient de chez lui. Oui. Il est greffé. Il sera greffé le 12 juillet. Le 12, hein? Oui, c'est sa femme qui lui donne 12 juillet. Il est suivi par qui? Il est suivi par... Finalement, la prise en soin des patients, elle n'est pas que centrée sur les problèmes médicaux. On recueille tout un tas de données quand un patient entre à l'hôpital. Au-delà effectivement de la raison d'hospitalisation, on va s'intéresser à son environnement, en fait. Comment on organise également le retour? Est-ce qu'on a des problématiques simplement au domicile qui font que ça va être compliqué pour le patient, qu'il va falloir qu'on l'aide? En tous les cas, en France, on a encore cette chance. C'est de plus en plus compliqué, il faut le reconnaître, mais on a encore cette chance d'être un peu très complet dans la prise en charge. En tous les cas, on tente. Mais il va falloir consolider tout ça. D'accord? Vous revenez nous voir sans déambulateur? J'espère. J'espère. Au revoir. Au revoir, madame. Merci. En fait, quel que soit notre niveau d'études, nos choix de métier ou nos possibilités, on est tous embarqués dans une même aventure, éternellement renouvelée. Me confiait un jour un jeune ambulancier. Ces mots tout simples me reviennent en mémoire avec une évidence bouleversante. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais sans respect de la notion même de l'édifice fragile qu'est notre santé, tout pourrait disparaître. En réponse à ces menaces, dont ils sont conscients, les travailleurs de la santé réagissent, solidaires. Bonjour monsieur, c'est pour le nettoyage de votre chambre. On a tous besoin les uns des autres. Hein. Quand on est médecin, on est content de voir que les aides-soignantes prennent bien soin des patients le matin, qui sont bien lavés, bien habillés, bien aidés.
On est content de voir les infirmières qui viennent faire leur travail, distribuer les médicaments, surveiller que tout va bien. Donc voilà, on a la personne qui fait le ménage aussi, de rentrer dans une chambre, que le patient soit à l'aise, qu'il soit dans un environnement favorable. On a tous besoin finalement les uns des autres. Donc quand on a conscience de ça, on ne peut pas se placer au-dessus des autres. Donc si on ne met pas le prix au milieu, ça ne va pas le faire. Vous voulez nous montrer un peu comment vous levez, comment vous marchez avec la canne? On va vous faire travailler un petit peu. Puis vous avez la visite de vos 2 frères aujourd'hui? Ouais. Non. Le frère, le père et le frère, d'accord. Ça, c'est papa. Le papa, d'accord. Un médecin dans un secteur d'hospitalisation, c'est un médecin qui va prendre soin d'un patient dans un moment déterminé de sa vie. C'est pas un suivi au long cours comme un médecin de cabinet, c'est un médecin qui va s'immerger dans la vie du patient. Dès qu'il va rentrer, on va se renseigner sur ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé, ce qu'il a eu comme antécédent, pourquoi il est arrivé ici finalement. Allez-y, avancez un petit peu, que je regarde comment vous vous débrouillez. On sent que c'est pas encore parfait, mais ça va. On va voir si je suis costaud. Maintenant, déchire. Ah si, vous avez bien déjeuné, c'est bon. J'ai bien déjeuné, c'est bon. La première qualité, enfin la première façon de bien prendre en charge, c'est déjà d'écouter. Il faut juste écouter, avoir une écoute, mais une écoute attentive, pas une écoute passive, une écoute attentive. Et après, comme ça, on arrive à comprendre qu'est-ce que le patient sait de sa pathologie et qu'est-ce qu'il veut savoir aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent rien savoir pour se protéger, donc il faut respecter ça. On va pas leur balancer des vérités s'ils n'ont pas envie de les entendre. Donc voilà, écouter, savoir ce que le patient sait, ce que le patient veut savoir, et puis après, nous lui expliquer comment on va le prendre en charge, ce qu'on va lui faire, toujours le faire participer, quoi. Pas le prendre pour un objet qu'on balade, non, l'impliquer dans sa prise en charge. Au niveau douleur, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça dépend des moments, là. Et au moins, ça me brûle dessous. Bon, on va regarder tout ça. La dernière prise de sang, elle date de quand? Ça fait 15 jours maintenant? Ouais, 15 jours, oui. Bon, on en refera une? Et pour voir s'il n'y a pas de... On fera une NF-CRP. Oui. D'accord. Ouais. On va enlever la chaussette, monsieur? Un patient, c'est une personne avec un esprit, une âme, mais c'est aussi un corps douloureux. Et nous, on est là, surtout en rééducation, pour soigner le corps douloureux. Et la meilleure façon déjà de prendre en charge, c'est de prendre en charge, c'est-à-dire de prendre en main, de savoir, d'avoir un contact physique qui soit un contact bienveillant, protecteur. Je veux dire, des fois, une main passée, un petit massage, une caresse sur le front, c'est beaucoup. C'est pas grand-chose, hein, c'est beaucoup. Merci. Allez, donc NF plaquettes, CRP. Être proche des hommes, faire corps avec leur fragilité et leur souffrance, tout en gardant la distance nécessaire pour soigner, choisir le bon geste, le bon traitement. Je comprends au fil de mes rencontres l'extrême complexité du travail des médecins hospitaliers. J'apprends leur modestie face à cette science, la médecine, à la fois tellement précise et tellement subtile. Rien n'est établi d'avance. Chaque personne avec ses pathologies ou les séquelles de son accident répond à la fois à un protocole et reste un cas unique. Impressionné par les prouesses de certains praticiens, qui parviennent quelquefois à sauver de la mort des cas désespérés, je réalise, très ému, combien tous demeurent humbles devant la réalité de leur métier. Quand on est jeune, quand on est tout juste jeune médecin, on a l'impression d'avoir ce pouvoir-là, de sauver des vies. Alors c'est vrai qu'on l'a, parce qu'on a tous des expériences où clairement on a sauvé la peau des gens. Mais c'est un effet grisant en fait. Et puis plus le temps passe et plus ce poids est angoissant en fait.
Parce que si on peut en sauver, ça veut dire qu'on peut aussi en gâcher, ne pas en sauver. Et ça, on en prend conscience qu'après. Au début, on voit que, surtout quand on fait des urgences, de la réanimation, on voit que, ah oui, j'ai sauvé. Et puis, après, il y a des échecs qui arrivent. Et là, on se dit, ouais, finalement, peut-être pas Superman. Et là, ça prend beaucoup plus de poids, en fait. Je pense qu'un jeune médecin, un médecin au cours de sa carrière n'est pas le même au début, au milieu et à la fin. On a rencontré des situations, on a mûri, on a réfléchi et on n'est pas le même. Je pense qu'on apprend les connaissances médicales, mais devenir médecin, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Monsieur B. Bonsoir monsieur. Il y a beaucoup qui se passe par la transmission. Moi, je crois vraiment au compagnonnage et avec la multiplication du nombre d'internes, c'est en train de se perdre. Il y a tellement d'internes qu'on n'arrive pas à s'occuper d'un seul interne du matin au soir et toute l'année. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a qu'en ayant quelqu'un tout le temps à côté de soi qu'on peut lui transmettre tout. C'est-à-dire lui transmettre le geste chirurgical, mais aussi les choses à dire en consultation, la manière de réagir, la manière d'être, la manière de faire. Enfin, toutes ces choses qui ne s'apprennent pas. C'est-à-dire qu'on peut apprendre une technique chirurgicale. Dans un livre, on peut apprendre un singe à faire de la chirurgie. Il n'y a rien de compliqué au final dans la chirurgie. Mais on ne peut pas apprendre à un singe à réfléchir et à raisonner. Voilà. Et ça s'apprend pas, ça se transmet. Et c'est par imbibition presque. C'est-à-dire que c'est pas en étant dans la salle d'à côté qu'on peut savoir ce qui se passe et comment on réagit face à une situation d'urgence ou même juste une situation intellectuelle d'urgence de réflexion. Il faut être à côté, il faut voir, il faut profiter, il faut tout écouter pour arriver à en apprendre un petit peu. Parfait. Bon, on verra avec Monsieur Seguin. Apparemment, la sortie, ça sera pas demain, mais après-demain. Le temps qu'on organise un peu tous les anticoagulants comme il faut. Ouais, le docteur Seguin est passé me voir. D'accord, c'est ce qu'il vous a dit. Donc, pas de sortie demain. Oui, ça arrive d'avoir le doute, tant sur une indication chirurgicale que sur une urgence. Qu'est-ce que je fais? Je l'opère pas, j'attends. Qu'est-ce qui est le mieux pour le patient? Moi, ça m'arrive, je sais que je peux appeler et que j'aurai une réponse. Au moins qu'on pourra discuter. Pas forcément une réponse, parce qu'il n'y a pas de... Le docteur X n'a pas plus la réponse que moi, mais au moins une discussion. Et c'est de la discussion que naît l'idée ou qui permet de mieux arranger ses idées personnelles et savoir ce qu'on a envie de faire. C'est ça que moi je recherche, c'est une vraie équipe où on peut partager les patients, les bons moments, les mauvais moments, les patients qui vont bien, où on se dit « Ah, c'est cool, il va super bien avec le sourire », et puis ceux qui vont pas bien. On n'est pas tout seul à porter toutes les complications, parce qu'il y a des jours, c'est un peu lourd, en l'occurrence pour mes petites épaules à moi, quoi. On a un bon alignement de la corticale médiale, mais on note quand même qu'il y a ce défaut qu'on voit encore mieux ici et ici, qui sera à surveiller. Bon, ça n'aura sans doute pas de conséquences. Puisque le chirurgien, il est tout ça en même temps. L'architecte, le conducteur de travaux et l'ouvrier. Voilà. Ce qu'on doit transmettre, c'est tout cet ensemble. Or, le jeune interne, lui, ce qu'il veut, c'est faire de la chirurgie. Il veut prendre les pinces, il veut découper, il veut faire de la coagulation, il veut faire l'aspect très répandu de l'idée qu'on peut se faire du métier de chirurgien. Je mets un clip parce que j'aime bien que ça tienne bien, quand les vaisseaux sont un petit peu trop gros, la coag ça marche moins bien. Par contre, je ne mets pas de clip côté pièce, parce que côté pièce, ça va chez l'anapathe. Et l'anapathe, il a des tas de petits instruments coupants et précis qui vont se casser. Le microtome n'aime pas le clip. Pince à clip. Ouais. C'est comme pour construire une maison, mettre des parpaings et puis étaler le ciment, c'est bien, d'accord, mais c'est pas tout. La chirurgie, ça s'apprend beaucoup en consultation. En consultation, de dire alors quelles sont les options thérapeutiques, la discussion d'amont. Moi, un interne apprend, à mon avis, plus encore sur sa vie de chirurgien en étant en consultation avec moi qu'au bloc. Alors si en plus il peut être à la consultation et puis voir l'intervention, ça c'est encore mieux. Mais c'est un savoir-être qui doit se transmettre. Il paraît que la douche buccale, c'est comme ça que ça s'appelle du soir, c'est bien passé.
Est-ce que c'est vrai? Vous avez été gentil avec vous? On enlèvera le fil demain si la nuit s'est bien passée. Cette nuit, dormez bien, un peu la tête surélevée, sûr que tout se passe bien. Non, compliqué ce soir. Ça va être compliqué ce soir? Je vais en profiter. Vous allez en profiter pour bien dormir? Moi aussi. Bon. On va commencer à discuter d'un retour à la maison, d'un retour en convalescence, d'un retour où? À la maison? Le rapport au patient, en fait, il est compliqué et on n'y est pas préparé. Et en fait, c'est le parcours personnel et la maturité qu'on acquiert qui permet de mieux le gérer. Mais moi, je dirais, pendant plusieurs années, moi, j'avais beaucoup de mal à prendre du recul dans mon rapport avec les patients. Et j'étais toujours assez affectée de ce qui leur arrivait, à la fois quand il arrivait des choses, des décès, des choses difficiles à vivre, des mauvaises nouvelles à donner, mais aussi j'étais complètement impliquée quand il y avait des choses qui allaient mieux. Et finalement, j'étais assez vulnérable. Les patients, ils demandent beaucoup qu'on a un rapport affectif avec eux et ça, c'est difficile à gérer. Je pense qu'il ne faut pas complètement rentrer dans ce jeu-là pour qu'on reste professionnel et crédible et qu'on puisse avoir, je dirais pas de l'autorité, mais de la crédibilité, quoi. Si on veut qu'ils prennent les traitements qu'on prescrit et qu'ils n'aient pas peur de ce qu'on leur demande comme examen, il faut qu'on ait une certaine autorité, oui, sans doute le terme, mais et ça, il ne faut pas que ça passe par un rapport de copinage ou d'affection, et justement, ça, c'est un peu difficile à gérer, quoi. On n'est pas là pour compatir. Ce qui est une grosse limite à cette relation humaine. Parce que on s'attache à nos patients aussi, vraiment beaucoup. On y injecte beaucoup de nous-mêmes. Les patients, on y pense, on est capable de redire plusieurs années après, ah, tu te souviens de monsieur machin, il avait ça. Il y a des patients qui marquent, il y a des patients qu'on n'oublie pas, qui restent avec nous, qu'ils aillent bien ou qu'ils aillent pas bien, qu'ils amènent une histoire gaie ou qu'ils amènent une histoire triste. Il y en a qui marquent et au final, on les emmène toujours un petit peu partout avec nous. Puis parfois le soir, on se dit, tiens, monsieur Truc, je l'opère la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faudrait que je fasse différemment de ce que j'avais prévu? Il faudrait peut-être que j'en discute avec un tel pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est un peu tout le temps. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent bien à faire la part des choses, je sais que moi, j'y arrive pas. Ça m'arrive de me réveiller en sursaut la nuit en me disant, tiens, j'ai oublié de regarder le scanner de monsieur machin qu'il a passé la semaine dernière. Voilà. Tu nous dis quand on peut y aller. Ouais. Allez, hop. Incision. Je peux avoir des compresses, s'il te plaît? Monopolaire, retour. Toujours la question aussi, est-ce que vous allez vous occuper de quelqu'un de votre famille? Il ne faut surtout jamais s'occuper de quelqu'un de sa famille. Moi, je dirais que si à 200 km à la ronde, c'est moi le meilleur pour telle partie et puis qu'il faut le faire, oui, je vais le faire. Je ne sais pas comment ça se passera, mais évidemment, oui, qu'il faut le faire. C'est pas simple. C'est pas simple. La médecine allopathique, la médecine moderne, entre guillemets, c'est quelque chose de violent. C'est violent avec de la chimie, c'est violent avec de la biochimie, c'est violent avec de l'électricité, avec du bistouri, c'est de la violence. Voilà. C'est un acte fort qui nécessite qu'en face, il y ait une acceptation. C'est un acte consenti. Cet acte fort, ça peut être délicat de le proposer parce qu'il faut être très présomptueux, quelque part, quand même, pour dire à un papa ou une maman écoutez, votre enfant, il faut l'opérer, il faut lui faire ci, ça, voilà, machin. Ça, je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'il vaut mieux le faire parce que sinon, ce sera moins bien. Faites-moi confiance. Je ne sais pas s'il y a un seul chirurgien qui est réellement très à l'aise, à moins d'avoir complètement perdu les pédales, en faisant la proposition thérapeutique.
fois que ça marche, quand on dit un air de remontée, qui remonte tout seul. Et puis, c'est aussi délicat, la chirurgie, quand ça se passe pas bien. Quand ça se passe pas bien, c'est pas simple. C'est pas toujours simple. C'est pas simple pour le patient, qui lui le vit dans sa chair. Et ça, c'est un poids. On se dit que quelque part, là ça n'a pas été, mais je vais pas baisser les bras, quoi. Je vais pas arrêter parce que il vaut mieux que je continue plutôt que j'arrête. Parce que si moi je dis je lâche l'affaire, c'est fini. Au premier échec, on s'arrête. Le patient d'après qui aurait eu besoin de nous, on n'est pas là pour le soigner. Est-ce qu'elle était... Alors ça c'est... C'est quoi ça? Ouais, s'il y avait plus bonne chose, ça fait plus veine ça. Ça c'est veine et ça c'est ça qui me plaît pas. Il y a un côté chef d'orchestre dans le bloc opératoire qui est en train de devenir un petit peu moins visible, un peu moins ostensible. Chaque corps de profession est très pro maintenant, très formé. Le savoir n'est pas restreint à une personne qui va dire à un tel tu fais ci, tu fais ça. Chacun est pro et chacun a des domaines qui dépassent un petit peu les compétences de l'autre. Voilà. On n'est pas que des techniciens, on est aussi des humains, parce que le patient, quand on lui propose une chirurgie ou une grosse chirurgie, il faut l'emmener avec nous dans l'aventure. On peut pas juste dire on va faire ça, c'est voilà comment ça va se passer, et allez, venez avec moi, c'est une nouvelle aventure, et puis je vous emmènerai jusqu'au bout, quoi. On les met un peu en danger, les patients, parce que c'est une intervention chirurgicale, on va inciser, on va ouvrir le corps, on touche à des choses de l'intime qui sont quand même importantes. C'est vraiment une aventure. C'est un plan de voyage. Voilà, on part de là. Je veux vous emmener là. Voilà. Maintenant, il y aura peut-être des tempêtes. Et c'est vous qui allez assumer. Moi, je vous conseille et vous allez payer. Voilà. C'est pas simple. C'est pas simple. Faut bien le dire aux patients. Quelles sont les différences de position. On n'est pas dans une situation égale. Le patient et son chirurgien ne sont pas dans une position d'égal à égal. Ils sont déséquilibrés au possible. Il y en a un qui sait, un autre qui ne sait pas ou qui croit savoir. Il y en a un qui va faire en connaissance de ses moyens, et puis l'autre qui se dit « Oh, il va me faire un truc magique, ça va forcément bien se passer ». Avec cette pensée imaginaire que oh là là, ça va forcément bien se passer. Eh ben non, pas toujours. La situation, elle n'est pas du tout symétrique. Et on n'est pas tous les deux dans la même galère. Et en fait, sur les grosses interventions, il faut porter le patient après. C'est-à-dire que le geste chirurgical, il se passe souvent bien, le patient il est préparé à tout ça, il y a tout l'après, le moment où le moral il descend, où la cicatrisation ça se passe pas comme on voudrait, où tout ne va pas bien. C'est ça le plus dur, c'est qu'il faut porter tous ces moments où ça va pas. Et puis être toujours capable de rebondir, de proposer quelque chose de nouveau, de savoir quoi faire quand ça va pas. C'est pas souvent que ça va pas, c'est souvent que ça va bien, mais les moments où ça va pas, ils sont durs personnellement pour l'ego, on sait qu'ils sont durs pour les patients, et il faut avancer, il faut garder le sourire, garder la motivation, pas trop inquiéter le patient, parce que dès que le chirurgien commence à faire la tête, le patient il se dit oh merde, qu'est-ce qui se passe, ça doit être la catastrophe, et tout de suite ça monte beaucoup dans la tête. Donc il faut être rassurant, tout en sachant annoncer les choses difficiles avec justesse. 4, 5, 6, hop. La justesse est sans doute le mot qui me parle le plus. Justesse des attitudes, des regards, des sentiments. Justesse de la distance entre l'empathie et l'objectif médical. La médecine sous toutes ses formes n'est décidément pas une ligne droite, toute tracée par une technique. Les gestes techniques ont leurs propres règles, des références indispensables bien sûr. Et puis,
Tout autour, il y a l'homme qui soigne, avec son cœur, toujours. Quand on va à l'hôpital, on sait qu'il y a une infirmière, qu'il y a des aides-soignantes, qu'il y a des médecins. On ne sait pas forcément qu'il y a une esthéticienne. Voilà. Moi, j'interviens uniquement dans les services de cancérologie. Donc, c'est des patients qui traversent vraiment un combat, quoi. C'est fort ce qu'ils vivent. Et j'avais envie, voilà, de les accompagner, mais avec de la douceur. Bon, les traitements, notamment les chimios, assèchent énormément la peau, il y a des rachis acnéiques, enfin voilà, il y a beaucoup de conséquences au niveau de la peau. Donc, alors, le côté beaucoup plus technique de l'esthétique, c'est justement de prendre soin de leur peau en fonction de, on va dire, j'aime pas ce mot, mais des dégâts qu'il peut y avoir, enfin des conséquences inesthétiques qu'il peut y avoir. Donc voilà, donc ça passe par un soin du visage, par un maquillage correcteur, maquillage bonne mine, mise en beauté des mains, mise en beauté des pieds. J'apporte aussi tout ce qui est conseil par rapport à la peau, le soleil, se protéger du soleil, les prothèses mammaires externes pour les dames qui ont une mastectomie totale, conseil au niveau des cheveux, la perte des cheveux. Voilà, c'est un ensemble, hein, Le corps enregistre beaucoup de douleurs, beaucoup de choses négatives. On perd l'estime de soi, on perd la confiance. Donc l'esthétique, c'est fait pour leur redonner confiance, leur faire voir que leur corps n'enregistre pas que de la douleur. C'est tout simplement, je pense, garder sa dignité humaine. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est obligé d'avoir l'air malade. Je prends à peu près 3/4 d'heure, 1 heure par patient. Ils savent que je vais avoir le temps et que je vais prendre le temps de les écouter. Donc du coup, on me confie beaucoup de choses. Il y a ce que je leur apporte, mais il y a tout aussi ce que je reçois et c'est même fort. J'arrive pas à y mettre forcément des mots dessus parce que c'est des leçons de vie qu'ils me donnent. Beaucoup de ces travailleurs me parlent de ces leçons de vie. Cette force quelquefois insoupçonnée de l'être humain qui parvient à dépasser ses souffrances, ses peurs ou ses révoltes. Et puis, il y a ceux plus fragiles, inquiets ou désespérés. L'hôpital est avant tout un vivier d'humanité, où chaque personne compte, où chaque minute, même furtive, peut être bienveillante, essentielle, et demeurer à jamais gravée. Parcourant plus de 20 km par jour à travers les couloirs pour transporter différents patients, les brancardiers ont bien souvent accès à cette magie de la rencontre humaine. 14 de 68, c'est bien ça, M. Paulin? Allez, super, installez-vous doucement. Avancez les pieds. Allez, c'est super, un petit bracelet, vous l'avez du coup? C'est bon. Allez, nickel, on est tout bon. C'est un travail quand même qui demande beaucoup de mental, hein, je pense. Même brancardier, même si on les voit pendant 5 minutes, c'est 5 minutes, on les donne, ouais, ça leur fait du bien. Il y en a, ils sont contents de nous voir avant de descendre au bloc. Ça les rassure, comme ils savent qu'on va leur parler, ça va les déstresser. Ça m'est arrivé la semaine dernière, moi, c'est pour ça. Donc, il m'a dit, je suis angoissé, je fais, ah, mais c'est le moment qui arrive, après ça ira mieux. Il me dit, ouais, c'est vrai, j'irai bien après. Après, il était content, il rigolait en arrivant au bloc. Donc, la personne était mieux à l'aise déjà. Elle est partie, elle était stressée, on arrivait, elle était avec le sourire, donc ça fait du bien. C'est les collègues. Ça fait très riche, ça. Quand on parle avec eux, qu'on arrive à les rassurer, qu'on voit un sourire qui arrive sur un visage, c'est vraiment important, quoi. Comme dit ma collègue, souvent il y a des rires et il y a des... C'est bon enfant, quoi. Quelquefois, ça fait quand même bizarre de voir que les patients prennent soin de nous, quoi, en fait. Allez doucement, faites bien l'attention, vous devez être fatigué. Ah, vous ne devez pas faire du sport, hein, le week-end. Je dis, ah non, hein, certainement pas. Je pense que pour un patient hospitalisé, le transport, ses transports ou son transport, sont des moments où il y a des choses qui se fixent. Et que ce moment-là, on doit et on peut en faire quelque chose. Voilà.
j'arrive, je vais rencontrer une personne, je suis un étranger pour lui. Lui, il est étranger pour moi. Il faut, voilà, c'est un peu le renard qui apprivoise le petit prince. Hein. Et puis, après, on peut transporter les gens. Ça, c'est un regard, c'est un petit mot, c'est un petit sourire. C'est vraiment pas grand-chose, c'est fugace. Mais du coup, les gens se disent, je vous fais confiance. Je remets ma confiance en vous. Et voilà. J'enlève juste la machine et je vous remets correctement, monsieur. Hein. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie de parler quand ils descendent au bloc, qui ne veulent pas nous raconter leur pathologie, par exemple. Parce que pour eux, ils ont un peu honte de cette pathologie. Après, c'est à nous aussi de les mettre en confiance tout le long du trajet. Donc pendant les 5 minutes avec eux, il faut qu'on soit là pour eux, quoi, en fait. Et essayer de les rassurer au maximum. Je vous laisse la petite sonnette remplie de joints ici. Merci. Et de toute façon, je préviens les infirmières comme quand vous êtes arrivés. Hein. Très bien. Ça nous fait connaître plein de monde. Plein de gens aussi, différentes. Donc le trajet de prise en charge est très court, mais on peut croiser des gens très intéressants. Et donc faire des découvertes, discuter de choses et d'autres. Je vous aide un petit peu pour aller sur le fauteuil? Vous marchez un petit peu? Oui. Oui? Allez, on est deux. Mon problème, si vous voulez, c'est mon genou droit. Ah, il y a une prothèse? Oui, il a une prothèse, je sais, mais il n'a pas de force. Alors, quand je me levais, comme là, il faut me tirer à droite. À gauche, ça suit bien, mais à droite, avec la poche. malheureusement, c'est pas... Non, Allez, on va vous aider. Vous voulez me donner un petit coup de main, ouais. Non, mais c'est pour tourner là-bas. Ça appuie un petit peu. Voilà. C'est pas pratique. Allez, on y va. 1, 2, hop, ça va. Le plus dur, c'est de décoller. Oui, une fois décollé. On est au cœur des métiers du soin, quoi. Pas de brancardier, pas de transport, l'hôpital s'arrête, quoi. Voilà. Et je prends souvent l'exemple de dire un brancardier qui marche 2 fois moins vite, si tous les brancardiers marchent 2 fois moins vite, on arrête le système, on le grippe en tout cas, quoi. Et c'est vrai que je me dis, voilà, on a cette... moi, je me suis souvent senti un peu dans le cœur de quelque chose. Voilà. Et je pense que le cœur de métier de brancardier est un véritable métier du soin, même si tout le monde ne le sait pas. Ou même ceux qui le font n'en ont pas conscience. Et c'est peut-être pour ça qu'ils le font aussi. Le jour où ils en auront conscience, ils auront envie d'aller ailleurs, peut-être. Alors, ça lui fait une MDRD à 25. On peut pas l'injecter, hein, ouais. Donc on fera sans ange, crâne sans ange et... Donc on maintient TLP moins et E moins. Allez, ça marche. Merci. Bonne soirée, au revoir. Vous marchez un petit peu, monsieur Chalet? Ou pas du tout? Pas trop? Si j'ai fait ce métier, en fait, c'est par rapport à la relation soignant-patient qui est très importante, en fait, parce que donc, le patient, quand il arrive dans la salle de radio, il est toujours impressionné par le matériel, par ce qu'on va lui faire. Il est stressé parce qu'il n'est pas bien, il est malade, et on sait qu'on va découvrir quelque chose ou pas. Et dans ce stress-là, la fonction du soignant est très importante. Peut-être un ou deux fois là. Allez, on tourne. On mettra les pieds de ce côté. Allez, je prends les jambes. Allez, laissez-vous aller vers moi. Oui. Tournez. Tournez. Voilà. Allez, monsieur. Les gens se confient énormément, en fait. C'est vrai, quand ils sont sur le scan, on commence un petit peu à engager la conversation. On s'aperçoit que, voilà, le temps de les piquer, on les installe sur la table, on a le temps de dire pas mal de choses. Et finalement, ils nous disent beaucoup de choses, en fait, parce qu'ils ont besoin de dialogue et de dire des choses. Et c'est vrai que finalement, c'est court, mais c'est beaucoup de choses en peu de temps. Scanner, vous avez déjà passé? Non, jamais. Jamais? J'ai pas fait un... On commence par le thorax. Sous l'éclair, après. D'accord, le PET scan.
C'est un métier aussi où il y a beaucoup de techniques, donc c'est très intéressant parce que c'est hyper varié. On peut arriver à faire donc, des scanners, faire des radiologies, des radios au lit. On fait de la radiologie interventionnelle vasculaire. Il y a du scanner interventionnel. Enfin, c'est un métier qui est hyper varié en fait. On peut faire plein de choses. Et du coup, il y a ce côté humain qui est très très important et ce côté technique qui nous plaît tous en fait. Voilà, vous écoutez simplement la machine et ça va bien se passer. Allez, on vous laisse. Il y a un lien qui se tisse entre le médecin et le manip radio et du coup, on travaille un petit peu, voilà, on travaille en équipe et c'est ce qui est plaisant aussi, quoi. On ne travaille pas avec une machine, simplement avec une machine, on est avec une équipe, quoi. C'est un travail d'équipe et c'est ce qui plaît, ce qui nous plaît tous, je pense, en tant que manip. Respirez de nouveau. Bien des personnes sont au cœur des métiers du soin. J'aimerais les filmer toutes, de la secrétaire d'accueil au jardinier qui entretient les plantes avec attention, en passant par ces personnes merveilleuses qui accompagnent les malades jusqu'à leur dernier souffle. De bâtiments anodins, ces grands hôpitaux ou cliniques me sont apparus avec une familiarité évidente, comme des lieux où le sens de nos vies peut se dévoiler encore, autrement. Des lieux où fourmilleront toujours de vraies valeurs humanistes. S'il n'y a qu'une chose qu'il faut retenir en tant que kiné, c'est qu'il faut aimer l'humain, c'est tout. Il faut vraiment aimer les gens. Et il y a une chose que je dis toujours, quand moi j'avais des stagiaires kinés, c'est quand on est fatigué, quand on n'a pas le goût, il n'y a qu'une seule chose qui peut vous motiver, c'est de vous dire « et si j'étais à sa place ?» Et bien des fois, ça vous dit « allez, j'ai pas le goût, il est lourd, c'est difficile, il faut le mettre debout, il faut forcer avec le dos. Et ben, je vais le faire quand même parce que si moi, j'étais à la place du patient, et ben, j'aimerais que le kiné qui me suive, il puisse faire ce que je fais avec lui. Ça va dégager un peu les poumons de bouger. Oui. Je pense que chaque cas est particulier. Il y a des gens qu'il faut un peu bousculer en disant maintenant, allez, hop, on y va. Hein. On arrête de se mettre à l'intérieur et de se dire que ça ne va pas. On redresse la tête, on y va. D'autres, il faut être beaucoup plus doux. Il faut prendre le temps, il faut les écouter. Pendant qu'on fait la kiné, il y a une partie aussi de mécanique et puis il y a une partie aussi d'écoute, de rigolade, parce que des fois on rigole aussi ici. Hein. On essaye de les booster de cette manière-là. Et ça marche, il faut rire, l'autre il faut être plus sérieux, le troisième il faut le pousser, le quatrième il faut être tout doux, mais le résultat normalement sur le long terme il est pas mal. Est-ce qu'on essaierait de faire un peu de vélo? On essaye de faire un peu de vélo. Jamais fait. C'est vrai? Il y a un début à tout. Hein. Allez, venez. L'envie de vivre, que vous ayez 20, 30, 40, j'ai eu des gens de 85 ans qui avaient plus envie de vivre que certains qui en avaient 40, malheureusement. Donc, le plus facile pour nous, c'est quand les gens ils ont envie. Quand ils ont envie, c'est un plaisir. Allez-y un peu. Allez-y, ça donne quoi? J'ai pas dit que ça allait être facile, hein, non plus. J'ai pas dit que ça allait être facile, hein. Allez-y. Tout doucement. Qu'est-ce que ça donne? Les prothèses à mon genou. Mais je sais. Il y en a plein qui font du vélo avec une prothèse, hein. Ça va ou c'est trop dur? Je pense qu'on devient bon avec l'expérience, en parlant avec les gens, malheureusement en faisant des erreurs, et puis ça, on corrige ça tout doucement. Des erreurs, on en fait tous, donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La cicatrice, elle est belle, hein? Oui. Ah oui. Ah merci, vous m'avez mis un chemisier aujourd'hui. Ça vous empêche que je coupe les manches?